bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter ce projet Microcomet qui a pour but d'étudier la réponse des microalgues dans l'environnement calédonien, notamment en lien avec la présence de métaux dissous. Et donc, effectivement, les écosystèmes côtiers sont liés à des apports terrigènes naturels, et notamment en Nouvelle-Calédonie, avec des éléments traces métalliques qui sont ensuite dirigés vers des réseaux hydrographiques. Il faut ajouter à cela les différentes pressions anthropiques que l'on peut trouver, notamment l'industrie minière ou l'urbanisation, qui apportent des éléments terrigènes supplémentaires. Et nous allons, enfin en tout cas ce projet a pour objectif de mesurer la capacité des microalgues à se développer justement en présence de métaux, et notamment en présence importante de métaux en solution. Nous allons également étudier la bioaccumulation ainsi que les réponses physiologiques, métabolomiques et transcriptomiques liées à ce stress oxydatif, notamment donc ici les métaux. Le projet a une durée de 2 ans et implique un certain nombre d'instituts de recherche. Donc il y a l'Université de la Nouvelle-Calédonie, l'IFREMER et le CNRS, et nous travaillons en collaboration avec l'ADECAL Technopole. Alors, quelle est l'origine de ce projet ? Alors, effectivement, c'est bien connu que les ETM sont des apports terrigènes et qui sont présents donc dans les écosystèmes côtiers de la Nouvelle-Calédonie, et qu'ils sont aussi impactés par les pressions anthropiques. Ces apports métalliques sont indispensables à la production primaire et au fonctionnement des écosystèmes, mais peuvent devenir toxiques lorsqu'ils sont présents en très grande quantité. Les métaux en solution présentent aussi une source de stress oxydant. Effectivement, ils ont tous des potentiels oxydoréducteurs et donc peuvent influencer effectivement à la fois la production de molécules antioxydantes. Et c'était notamment ce sujet sur la production de molécules antioxydantes, le sujet de thèse de la thèse de Noémie Coulombier, qui a soutenu en octobre 2020, en partenariat avec l'ADECAL, l'IFREMER et l'UNC, et dont le sujet portait sur la physiologie, les activités antioxydantes et la production de métabolites influencées par un certain nombre de facteurs abiotiques tels que la lumière, le pH et la disponibilité en azote. Et donc, dans cette continuité, nous avons voulu étudier l'impact, cette fois-ci, des métaux en solution sur cette production de métabolites chez les microalgues, et qui fait maintenant l'objet d'une thèse, la thèse de Vincent Mériot, qui a commencé l'année dernière sa thèse. Quelles sont les applications pour la société ? Elle permettra notamment de mesurer la capacité des microalgues à se développer en présence de métaux. Alors ça peut être notamment intéressant pour tous les producteurs, par exemple les industriels qui voudraient produire des microalgues en Nouvelle-Calédonie en utilisant des eaux qui sont naturellement riches en métaux. Connaître l'orientation mettre en œuvre une orientation métabolique de production de biomolécules d'intérêt, notamment antioxydants, avec les microalgues. Effectivement, le fait d'ajouter des métaux, ça pourrait induire une surproduction de ces molécules antioxydantes chez les microalgues, et donc favoriser cette production. Et enfin, elle permettrait d'affiner les modèles de bioaccumulation ainsi que les interprétations des enquêtes des programmes de biosurveillance, car ces microalgues sont aussi en lien avec un certain nombre de ressources côtières. Alors l'approche, c'est une approche qui va coupler l'écophysiologie, la métabolomique et la transcriptomique pour étudier l'effet de ces éléments traces métalliques, ces ETM, en particulier le fer, le nickel, mais également des mélanges de métaux, de manière à simuler au mieux l'environnement naturel, sur une souche de microalgues qui est issue du lagon calédonien. Alors pour les différentes parties de cette étude, les méthodes sont des études écophysiologiques, notamment les suivis de croissance et la photophysiologie par PAM, qui est Pulse Amplitude Modulated Fluorimetry, qui permet en fait de faire des mesures, notamment du fonctionnement des photosystèmes, pour ensuite définir les concentrations des métaux et les capacités photosynthétiques et de photoprotection des microalgues. De la même manière, sera réalisé le suivi du contenu élémentaire et métallique des différentes microalgues. Pour la partie métabolomique,
la méthode consiste en une extraction et une description non ciblée du métabolome, c'est-à-dire c'est réalisé par des expériences de chromatographie liquide couplées à de la spectrométrie de masse à haute résolution, ce qui permet d'identifier entièrement les signatures métaboliques donc, des extraits étudiés, de construire des réseaux moléculaires et de voir l'influence des différents facteurs qu'on impose dans les différentes cultures sur du coup, la production de métabolites, et de décrire aussi certaines familles plus ciblées. Donc là, on est sur l'identification de métabolites bien particuliers, notamment les pigments qui sont en lien notamment avec les photosystèmes, mais aussi les acides gras qui sont souvent les molécules qui sont très impactées par les stress oxydatifs. Mesurer également les activités antioxydantes des extraits obtenus dans ces cas-là. Il y a également une approche transcriptomique comparative, donc des différents transcriptomes issus d'une souche dans différentes contraintes métalliques. Et le but, c'est de coupler un petit peu ces différentes approches pour mettre à jour les voies cellulaires impliquées donc, dans la réponse au stress métallique et ainsi d'éventuellement corroborer les résultats, qu'ils soient avec les données physiologiques ou métabolomiques. Alors, dans ce projet, ils font appel à différentes compétences, donc entre établissements pour une approche à la fois multi- et transdisciplinaire. Donc, il y a moi-même qui suis donc, chimiste organicien, donc, notamment spécialisé dans la chimie des substances naturelles et donc sur la description du contenu moléculaire donc, de ces différents extraits de microalgues. Le docteur Thierry Geoffrey donc, de l'IFREMER, qui est spécialiste en physiologie, en écologie des microalgues et qui va notamment étudier l'écophysiologie de ces planctons et notamment la photophysiologie. Loïc Ledéan de l'IFREMER aussi qui nous apporte donc une aide d'ingénierie sur la production et la mesure de la physiologie des microalgues. Le docteur Véronique Berthaud-Lecelier du CNRS, qui est généticienne cellulaire et moléculaire et qui sera en charge d'étudier les gènes impliqués dans l'adaptation du phytoplancton à cette contrainte métallique. Viennent ensuite dans ce consortium Vincent Mériot, qui donc a commencé sa thèse l'année dernière avec nous, donc une thèse UNC-IFREMER, Alice Roussel qui a été recrutée dans le cadre de ce projet Microcomète, qui est actuellement donc stagiaire de Master 2, qui étudie actuellement à la fois la physiologie et du coup le contenu métabolique des algues, et Nina Brunet qui est en appui donc sur les différentes tâches et qui est actuellement donc VSC dans le cadre du CRESICA. Nous travaillons en collaboration avec la décale Technopole, notamment le docteur Noémie Coulombier, qui vient également nous aider sur la production et la mesure donc, de la physiologie des microalgues. Alors quel est le terrain d'étude? Donc nous travaillons sur une dinoflagellée qui est Heterocapsa, dont pour l'instant les premières données de génétique nous disent qu'elle est très proche d'Heterocapsa boahiensis et que nous cultivons au sein donc, de différents réacteurs dans lesquels on peut cultiver ces différentes microalgues. Alors pourquoi s'intéresser à cette microalgue en particulier? Parce que les dinoflagellés du genre Heterocapsa sont connus pour être capables de transférer donc, les éléments traces métalliques dissous vers des organismes bivalves tels que les huîtres ou les parlourdes. En plus, en Nouvelle-Calédonie, il a été déjà montré que des espèces d'Heterocapsa ont été isolées lors de marées rouges dans des bassins de crevettes, et il était également montré au niveau international que ces efflorescences pouvaient avoir un impact toxique, notamment sur les crevettes. Ça a été vu, je crois, en Chine notamment. Alors, quels sont les résultats, les premiers résultats préliminaires de notre étude? Donc, nous avons commencé par réaliser des expériences préliminaires d'écophysiologie afin d'établir en fait quelles étaient les valeurs en ETM seuil qu'on devait utiliser pour les productions en plus grosse quantité de microalgues. Donc, ça a consisté à une stérilisation, un rinçage, un remplissage donc, de ces photobioréacteurs, puis l'inoculation et culture en mode batch donc d'Heterocapsa, puis ensuite un passage en photobioréacteur une fois cultivé en mode continu, puis ensuite un transfert dans des Erlenmeyer de manière à voir quelle était l'influence donc, de différents métaux sur du coup, eh bien, la viabilité notamment des algues, mais aussi le fonctionnement donc, de leur photosystème.
Donc nous avons réalisé un certain nombre de mesures, notamment de photophysiologie par PAM, qui permettent notamment de mesurer la fluorescence de la chlorophylle. Alors l'avantage de cette méthode, c'est une méthode à la fois rapide et non invasive. Il suffit de prendre des petites quantités et de faire mesurer dans ce type d'appareil. Et ça nous donne aussi un indicateur d'état de santé du photosystème 2 par notamment les mesures donc des rapports de fluorescence variables sur la fluorescence maximum. On réalise aussi donc, des rapid light curves qui nous donnent un certain nombre de paramètres tels que le taux relatif de transport d'électrons maximal qui en fait nous donne une information sur la production photosynthétique maximale qu'on peut avoir et donc quelle est ensuite l'influence des métaux sur ces différentes productions et le NPQ induit qui est en fait une représentation de la dissipation d'énergie sous forme de chaleur, effectivement, lorsque les photosystèmes ne fonctionnent plus correctement. Donc on réalise ces différentes expériences qui nous donnent un certain nombre de paramètres par la suite. Voici donc rapidement les premiers résultats qu'on avait obtenus en Erlenmeyer, où là on représente justement sur ces rapid layer curves, on observe donc ici qu'on a un effet qui est observable en fonction des différents métaux sur la production photosynthétique maximale, mais qu'il n'y a pas d'effet toxique aigu malgré les très fortes concentrations sur lesquelles on a travaillé. On a aussi vu qu'au final, en fait, on était plutôt limité par des contraintes physico-chimiques, notamment par la solubilité des métaux dans le milieu de culture, notamment avec la présence de certains éléments qui sont nutritifs, tels que le phosphate, qui vont précipiter certains éléments. Et donc, on était plus limité par ces facteurs-là que vraiment par la toxicité des métaux sur les microalgues. Donc actuellement, ce que nous avons fait, c'est que du coup ensuite nous sommes passés sur des productions en plus grosse quantité donc d'hétérocapsa selon différentes conditions, donc en présence de nickel, de fer ou de différentes concentrations de mélange de ces deux métaux. Et nous avons effectivement eu un petit décalage dans le projet dû notamment aux différents confinements qui n'ont pas permis de commencer cette expérience aussitôt. Donc effectivement là on est en train de faire le troisième réplica de cette expérience qui est en cours. On peut dire qu'on a un effet observable des métaux sur la production photosynthétique maximale au cours du temps. Donc effectivement, on a ici des images de la production après inoculation à 24, 48, 72 heures, et que effectivement les photosystèmes sont modifiés sans que ça soit très important, mais il y a quand même une évolution donc, de la production photosynthétique. On a une dissipation d'énergie normale sous forme de chaleur, ce qui montre que malgré tout les photosystèmes fonctionnent bien. Et on a une capacité de récupération donc, du photosystème 2 qui évolue en fonction du temps et de la contrainte métallique. Et là, ça dépend des différents facteurs. Alors, je ne présente pas tous les résultats car on est effectivement ici plutôt dans les réplicas et on attend donc d'avoir des résultats plus solides et plus définitifs. Pour finir, les perspectives. Donc, en cours, nous mesurons également actuellement donc, les différents contenus élémentaires, que ce soit en carbone, notamment de manière à mesurer les rapports carbone-azote, mais aussi en éléments traces métalliques, notamment pour mesurer d'où les bioaccumulations. Nous mesurons aussi ici le métabolome d'un point de vue ciblé, notamment nous réalisons donc, les mesures des pigments, et là, ce n'est pas encore commencé, mais nous allons bientôt commencer la mesure des acides gras. Et a été réalisé aussi en transcriptomique les prélèvements et le stockage de ces échantillons. Donc la suite du projet pour cette année, ça sera de mesurer donc c'est de caractériser l'ensemble du métabolome donc par spectrométrie de masse haute résolution. Donc on devrait avoir un appareil qui sera dédié à ça, qui est normalement déjà arrivé sur le territoire et qui sera installé au cours du mois d'avril. Et la mesure des activités antioxydantes, et puis ensuite l'extraction des ARN pour la transcriptomique et leur séquençage. Je vous remercie de votre attention. On a quelques minutes pour les questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle ? Je suis sûr que mes collègues ont des questions aussi, mais bon.
En fait, quand on regarde, il y a une saisonnalité dans les efflorescences dans les lagons calédoniens. Comment tu vas prendre ce facteur, ce cofacteur, en particulier la température, mais température pH, on peut imaginer que ce sont deux cofacteurs importants. Oui, alors effectivement, ce qui peut nous intéresser, c'est effectivement de voir si eh bien, la présence de métaux peut influencer justement ces influorescences. Pour les mesures de pH, on a déjà un certain nombre d'informations. Alors pas forcément sur cette microalgue en particulier, mais il y avait déjà des travaux que l'on avait fait sur notamment la présence de CO2 dissous dans les milieux de culture et donc la modification des valeurs de pH. Et effectivement, on avait vu qu'on avait une modification du coup des productions, mais c'était quand même assez réduit. Donc c'était pas un élément forcément le plus marquant par rapport à ce qu'on avait pu observer, mais effectivement on peut avoir plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu. C'est difficile de tout modéliser en même temps, et effectivement pour l'instant, comme on n'a pas beaucoup d'informations, ne serait-ce que sur les métaux, on commence déjà par ça, mais peut-être par la suite ça sera effectivement très intéressant de coupler un certain nombre de facteurs environnementaux pour ensuite aller plus dans le détail par rapport à des saisonnalités qui sont liés par exemple aussi aux pluies, donc aux apports terrigènes qui sont plus importants à tel moment ou à tel autre, des pH qui sont différents, la température, etc. etc. Mais là, c'est vrai que cette étude, en tout cas, elle se porte uniquement sur déjà le facteur de la contrainte métallique dans un premier temps. Et après, une fois qu'on aura un peu digéré tous ces résultats, on ira peut-être un peu plus loin pour coupler avec d'autres facteurs. Il y a peut-être... Ah oui, une autre question. Je vais la poser la question. Bonjour à tous, je suis Raphaël Essiano, je suis chercheur à l'IFREMER de Brest, en visite ici pour 3 mois en Calédonie. J'apprends plein de choses. Plusieurs questions en fait. L'hypothèse d'absence d'effet est basée sur quoi? Est-ce que les métaux sont acquis par les cellules ou pas? Est-ce qu'ils sont absorbés? Est-ce qu'il y a une preuve que les métaux sont absorbés? Est-ce que vous pensez de faire du nanosim par exemple, qui permettrait de regarder si vraiment les molécules sont absorbées? Et la deuxième... en fait, non, les cellules n'absorbent pas les métaux. Et donc, en fait, il y a des dosages, par exemple, dans l'eau filtrée de bioréacteurs. Et la deuxième question, si vous aviez pensé à faire des contrôles, en fait, avec des lots stériles, artificiels. Enfin, je n'ai pas vu dans les courbes les contrôles, les analyses des contrôles. Et si, en fait, les contrôles étaient basés sur des lots artificiels et pas des lots qui viennent d'ici. C'est très technique. Hein, mais... concernant effectivement la capacité des métaux à passer dans les cellules, alors on sait déjà dans la littérature qu'il y a des informations sur l'impact des métaux sur la production de métabolites, sur un certain nombre de choses. Donc ça déjà c'était un premier, sans avoir cette réponse-là, c'était déjà effectivement intéressant de savoir quel était l'impact sur ces différentes souches, et on avait l'idée déjà peut-être une adaptation peut-être des souches locales sur la contrainte métallique. Après, effectivement, on peut avoir des systèmes où les métaux vont être piégés à l'extérieur de la cellule. Et on s'est posé la question de mesurer effectivement la quantité de métal. Donc nous, ce qu'on va mesurer, c'est la quantité de métal dans la biomasse. Donc ça va être fait. Mais on s'est aussi posé la question pour mesurer la quantité de métal à l'extérieur. Dans l'eau qui reste. Ouais, dans l'eau qui reste. On s'est posé la question. Là, pour l'instant, on est plus contraint sur des questions budgétaires pour faire les expériences. Mais on s'est vraiment posé la question sur ce point-là pour savoir si vraiment il y avait un positionnement donc, des métaux ou pas vers les cellules et du coup, pas regarder par différence. Sur la deuxième question... Sous les contrôles, en fait. Est-ce que vous avez fait des contrôles des biomasses sur des lots artificiels? Donc c'est des lots, en fait, j'imagine que les lots que vous avez, c'est des lots qui viennent d'ici, qui est préfiltré. Ouais. Oui, enfin, peut-être Iris, tu veux. Ouais, on n'a pas fait de contrôle tel que tu l'entends sur de l'eau artificielle, c'est-à-dire on n'a pas reconstruit notre eau de mer à partir d'eau milicu. Moi, je l'ai fait dans le passé, ça peut être assez casse-gueule quand on fait de la physio, en particulier avec les dinoflagellés qui ont besoin de tout un tas de micro-éléments qui ne sont pas forcément présents quand on reconstruit de l'eau à partir de l'eau de mer.
Donc là, dans le cas de ce projet, on n'a pas fait comme ça. Par contre, ce que montrait Nicolas, c'est qu'on travaille vraiment sur des photobioréacteurs. Donc, on a nos témoins à chaque fois. Donc, on commence avec l'eau de mer naturelle qu'on enrichit, nous, avec on va dire, nos macronutriments et nos éléments traces pour permettre d'obtenir des biomasses. Parce que pour faire toutes ces analyses, il nous faut quand même des biomasses relativement importantes, voire très importantes. Et on a besoin d'avoir quand même des algues qui poussent. Et une fois qu'on a nos témoins, on spike nos photobioréacteurs et on enrichit, désolé d'utiliser des mots un peu triviaux, nos photobioréacteurs directement dans le photobioréacteur, mais aussi pour ceux qui voient comment ça marche, mais aussi dans nos réserves de milieu qu'on apporte à nos photobioréacteurs pour les garder en continu. Et là, on induit vraiment notre stress métallique. On met pour la deuxième manip qu'il a montré, des concentrations assez fortes, justement pour vraiment induire un stress bien marqué, pour pouvoir observer des différences, même minimes, en termes de physiologie, que ce soit au niveau de la transcriptomie, de la métabolomie ou de la photophysiologie. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a besoin de biomasse, on a besoin d'algues, donc on a besoin de faire pousser nos algues pour pouvoir mesurer quelque chose. Et du coup, on est quand même obligé à la base d'apporter ces éléments traces métalliques, même si on les met à des valeurs très faibles et qu'ensuite on met des valeurs très fortes. Donc voilà. Votre contrôle est les niveaux faibles. Et pour le NanoSims, j'en ai fait pas mal. C'est 1 000 € la journée d'analyse. Donc si Cressica va me payer ça, ça me va. Merci. Pour te répondre, au niveau de la présence des métaux dans les cellules, au niveau du fer, hein, forcément, le photosystème, il a besoin de fer pour fonctionner. Donc, On va essayer avec l'eau du Mont d'Or. Je crois que c'est pas mal aussi. Oui, Mariko Matsui, l'Institut Pasteur. J'ai une question sur l'application. Donc, en fait, ce que tu disais, c'était plutôt par rapport à tout ce qui est industrie agroalimentaire, hein, si j'ai bien compris, plus l'utilisation des microalgues dans une application, ce type d'application-là. Mais est-ce qu'il y a des applications potentielles sur la captation des métaux lourds, enfin des métaux dans le... Là, c'est de l'eau de mer, mais est-ce que vous allez voir par rapport à de l'eau douce, des microalgues dans l'eau douce ou quelque chose comme ça? Alors oui, il existe des applications effectivement de dépollution des eaux à base de micro-organismes et notamment de microalgues, mais c'est pas l'objet du projet. Donc, on ne travaille pas forcément sur des organismes qui sont connus pour avoir une grosse bioaccumulation, mais c'est pas véritablement l'objet du projet, mais ça pourrait être effectivement, pourquoi pas, une application. Ouais. Après, faut toujours faire attention aux applications parce que ça ne plaît pas vraiment aux industriels quand on parle d'utilisation de métaux dans des cultures. Et effectivement, on est toujours, notamment sur des produits ensuite qui sont obtenus à la fin. Effectivement, il y a toujours une limitation sur les quantités de métaux qui peuvent être toxiques dans certaines applications. Donc, il faut bien faire attention à ça aussi par la suite. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est plus par rapport à une extension, peut-être pas à court terme, mais à long terme. Là, en plus, il y a une approche au niveau génomique. Si vous voyez des choses, des gènes d'intérêt pour la captation des éléments de traces, de voir si ça peut être retrouvé dans d'autres types de microalgues. Effectivement, il y a une application qui pourrait être intéressante vraiment parce que hier, il y a eu toute la partie sur la présence de chrome, de nickel et l'intoxication au niveau humain. Alors peut-être qu'à plus long terme, ça pourrait être une application sur d'autres types de microalgues à voir. Enfin, c'est juste une question, parce que là, j'ai compris, c'était pas l'objet là. Mais après c'est vrai que ce type de projet peut ouvrir de nombreuses perspectives. C'est assez large.